l'heure du get-together est maintenant complétée, Dave. Oui, hey, on se lance vraiment dans le gros sujet. Ouais, puis ce soir, là, c'est pas. C'est vraiment pas le petit sujet, là. C'est pas le plus controversé, mais ça en est quand même un big. Oui. De quoi qu'on parle aujourd'hui, Dave? Ben, on parle, pour commencer, des Powered by the Apocalypse, la famille de jeux qui ont été découlés de Apocalypse World de Vincent D. Baker, si je ne me trompe pas. Mhm. Euh, Puis ensuite, on va parler probablement de notre Powered by the Apocalypse préféré ou un de nos préférés, suffisamment pour qu'on ait tous les deux le livre. Si moi et Félix, on a tous les deux le livre, c'est signe que on aime ça en ciboulot. Parce qu'on aurait pu se l'emprunter ou quelque chose, mais non, on est comme, non, moi je veux ma copie, Félix veut sa copie, pas de chicane. Mais c'est ça. Dans la deuxième section, on va parler de The Veil, donc on va dire un exemple concret de Powered by the Apocalypse. Mais là, première partie, on parle, on va dire, de l'univers, du design ludique et on va dire la philosophie, les points communs. On parle de. Ben, C'est pas un système de jeu, mais on va dire un univers de jeu. C'est dur à expliquer c'est quoi. c'est. En même temps, on n'a pas le choix de commencer là, Dave, je pense, parce que le. On est des fans de Powered by the Apocalypse. C'est sûr que tôt ou tard, on en parler, mais on peut pas en parler, je pense, sans que on présente un petit peu qu'est-ce que c'est comme concept, si on peut dire, parce que c'est vrai que c'est à la fois un système, mais c'est aussi une philosophie, c'est aussi genre probablement une sorte de chocolat. Fait que il faut comme cerner un peu les choses pour que les gens comprennent un peu de quoi on parle, parce que bon, ceux qui connaissent déjà ça, bon ben tant mieux, tu sais, vous connaissez déjà ça, mais c'est des jeux qui sont tellement euh, comment je pourrais dire, pas qu'ils prennent par surprise, là, mais qui prennent le jeu de rôle puis qui leur virent comme un bas, que sans les référents, là, c'est un peu dur à suivre, je pense. OK, mais vois-tu, Félix, là, permets-moi de lancer ça. Avant de parler un peu plus concrètement, on va parler de la philosophie derrière. Euh, Vois-tu, j'aimerais ça. Il y a deux termes qui reviennent, là, je te dirais, là, dans certains endroits quand on parle de RPG, là, puis c'est simulationniste, puis narrativiste. Mhm. Euh, Puis avant de trop en parler, je suis conscient que ces termes-là viennent d'un document que l'auteur lui-même a décrié comme étant genre, il s'était planté. Euh, Fait que les prendre exactement comme dans le document, c'est pas génial. Surtout que lui, souvent, je me souviens plus du nom de l'auteur, c'était plus comme un jeu est narrativiste ou un jeu est simulationniste. Alors que tu sais, genre, si tu le mets sur un spectrum puis tu rends les définitions un peu plus molles, ça marche pas pire. Ouais, mais le Euh, problème avec ça, c'est que il y a juste comme un axe, alors qu'en vérité, un jeu de rôle se décrit plus sur comme deux axes, là, comme sur un plan cartésien. T'as un X puis un écoute, Y. Là. écoute, on en parlera une autre fois. Je veux amener le point. Si on regarde genre le document officiel de Monsieur Baker sur les Powered by the Apocalypse, Mhm. il parle que là c'est bizarre, là, mais ultimement là, la fiction puis le jeu c'est une montagne russe. Mhm. Puis que en dessous de ça, dans la fondation, là tu as les chiffres puis on va dire les mathématiques du jeu. Puis il dit c'est toujours important que les mathématiques supportent le dessus. Puis là, j'étais comme, ah, oh boy, Baker, tu pèles des nuages, jusqu'en temps qu'une moment donné, ça clique. Tu sais, je comprenais pas ce qu'il voulait dire par cette analogie-là. Je comprenais c'était quoi un Powered by the Apocalypse, mais j'étais comme, cette analogie-là n'a pas de sens, puis finalement, elle a tellement du sens, là. Ce que ça veut dire, c'est que quand une règle est designée dans un Powered by the Apocalypse, elle est faite pour encourager la fiction, qui serait, on va dire, quelque chose de narrativiste. Donc, c'est comme la fiction. Versus quelque chose de simulationniste qui essaye de simuler un univers ou simuler des règles de la physique. Exemple, le classique pour faire des règles de grimper un mur dans des jeux, on va dire, gygaxiens, pour utiliser le terme que Félix aime bien. Souvent, tu sais, ça va être écrit genre, ah oui, faites un jet à tous les temps de mètres, ou faites un jet, puis, tu sais, vous grimpez de temps de mètres, puis de moment donné, c'est une règle, on va dire, qui simule, puis qui essaye de rendre grimper réaliste ou semi-réaliste comme dans le jeu. Puis ça, là, c'est non dans les Powered by the Apocalypse. C'est non, non, non. Parce que si tu veux simuler quelqu'un qui grimpe, tu regardes pas un documentaire sur le monde qui grimpe.
tu regardes le film avec Sylvester Stallone qui monte une falaise, tu te dis, ah oui, quelqu'un qui grimpe, là, c'est de la musique stressante, puis des plans de caméra sur de la sueur. Mm. Puis là, tu essaies de faire une règle qui recrée cet effet-là narratif de je veux pas créer quelque chose qui grimpe, je veux créer une scène d'action puis une scène tendue avec cette règle-là. Et non pas un mur qui se fait escalader. Effectivement, Dave. Puis c'était intéressant que tu amènes ce point-là parce que c'est que un truc que j'ai souvent utilisé pour décrire, excuse-moi, décrire comment les Powered by the Apocalypse fonctionnent. Des fois, à la limite, t'aimerais ça ne pas te faire caller de jet dans ces Oui, jeux-là, dans le sens où, au moment où tu vas faire un jet, le monde va changer. Il y a une oui. direction qui va se prendre, puis les choses ne seront plus comme avant. Ah oui, oui, écoute, mettons qu'on inclut, ça, on fera une chronique là-dessus complète, là. Mais si on parle de roleplay versus roleplay, là, role R-O-L-L versus Mhm. R-O-L-E, là, le fameux débat qui arrive dans les forums de Donjons Dragons qui est ouais, mais est-ce que t'aimes ça rouler des dés ou t'aimes ça faire du roleplay puis de la narration? Dans un Powered by the Apocalypse, là, l'idée de fudger les dés, ça n'a pas de sens. Parce que quand tu roules les dés, c'est que tu dis moi, je veux voir ce que la règle, puis le livre, puis les dés disent dans la fiction. Les dés sont des joueurs, dans un sens. Ils ont comme leur mot à dire, là, puis tu leur donnes le droit de temps en temps, puis tu dis go les dés, on veut du jus, là. On veut comme un petit coup de coude dans une direction narrative, puis on va se plier à votre volonté, puis on fait confiance que la règle est bien écrite, puis que ça va faire de quoi d'intéressant que personne n'avait vu venir. Mais en même temps, euh, c'est quand même. Oui, les dés déterminent énormément de choses. Par contre, comme on. Un des traits que beaucoup à ma connaissance, pas mal tous les jeux Powered by the Apocalypse ont, Mhm. euh, c'est que, bon, ils fonctionnent sur un principe de move. Donc, Ouais. quand on fait des actions dans la fiction, ça s'appelle des moves. Que ce soit comme escalader une montagne, que ce soit essayer de convaincre Dave que c'est moi qui ai raison, que ce soit d'aller faire du sidou. Ça rentre dans les moves. Puis, quand on dit par exemple, ah, ben, j'embarque sur mon sidou, puis je m'en vais, ben, le maître de jeu va annoncer, bon, ben, on dirait bien que tu fais comme le move d'aller faire du sidou. Fait que roule plus X, dépendamment des jeux, là, ça peut être n'importe quoi. Mhm. Puis, le résultat du jet, en fait, va déterminer combien de possibilités positives on est capable d'aller chercher dans ce jet-là, mais aussi combien d'éléments négatifs vont nous être imposés. Puis souvent, parfois, il va falloir faire des choix. Oui, oui. Ben, tu sais, il y a plusieurs façons de monter un move. Mais tu sais, on va dire, le système traditionnel de le faire, c'est ça va être écrit si, puis là, il va y avoir quelque chose de genre souvent assez large pour les moves globaux, plus précis pour les moves de playbook, qui sont un peu l'analogue des classes. Ça va être écrit, mettons, si vous faites quelque chose de dangereux, roulez le move risque. Puis là, tu vas lire le reste du move qui va dire eh bien, blablabla, vous risquez des choses, ça va être bien pour vous, ça ne sera pas bon pour vous. Si un joueur fait ça, vous roulez risque. Puis là, ils vont dire si vous roulez avec votre bonus, euh, au-dessus de 10, ben là, vous Ben, réussissez complètement. 10 ou plus. 10 ou plus, ouais. Là, ils vont souvent vous dire, c'est comme genre, rien de mauvais se passe et choisissez un petit bonus dans cette liste de choses vraiment cool. Ou tout simplement, faites 3 choix. Ouais, faites 3 choix dans une liste de choses cool. Puis des fois, les choses cool, tu sais, souvent quand la liste est écrite pour être, on va dire, que des trucs positifs. Fait que des fois, tu sais, tu choisis ne pas prendre de dégâts. Fait que si tu attaques ou si tu es dans une situation dangereuse et que tu ne peux pas choisir ne pas prendre de dégâts, ben là, tu viens de dire au maître de jeu, donne des dégâts à mon personnage, It's puis mon happening. personnage souffre. It's happening, ça arrive. Puis c'est un système où le maître de jeu ne roule pas de dés. Ce qui fait qu'en combat, normalement, ce qui arrive, c'est que le maître de jeu va dire des choses comme le méchant veut s'en prendre à toi. Puis là, tu vas dire j'essaie de m'en prendre à lui. Puis là, le maître de jeu va dire ah, comme vous vous en prenez l'un contre l'autre, on va rouler le move de combat. Puis là, dans le move de combat, tu vas dire ah, ben là, je vais avoir, mettons,
réussi à 2 choix dans la liste. Fait que là, je vais choisir manger peu de dégâts, pas manger aucun dégât, mais genre manger peu de dégâts, lui faire du dégât et forcer un changement de scène et dire, ben là, on se bat plus à l'intérieur du building en feu, mais on se bat à l'extérieur du building en feu parce que on s'est attrapé par le collet puis on est tombé en bas de la fenêtre sur le trottoir. Dans le Ou quelque chose container. du genre. Dans le container. Fait que là, tu sais, en faisant ça, t'enlèves, on va dire, le risque narratif. Ben, tu sais, on va dire, tu peux encore prendre des dégâts, mais le maître de jeu n'est plus en mesure de dire le feu risque de te faire du mal. Parce que tu as changé le lieu où ça se passe. Tu sais, c'est pas genre je roule, je fais 5 dégâts. C'est vraiment tu roules, puis tu dis ok, là, j'ai comme 3 points narratifs pour dire comment moi puis le méchant, on va se battre dans cette pièce-là. Yep. Puis c'est très déstabilisant en fait parce que j'ai été dans notre cercle le premier un peu à m'intéresser à ces jeux-là. Puis j'ai rapidement remarqué à quel point on dirait plus on a cumulé des années de donjons et dragons derrière notre cravate, plus la première fois qu'on embarque dans un Powered by the Apocalypse, on est dépaysé. On n'a pas l'habitude, en tant que joueur, d'avoir autant de contrôle sur la fiction. Euh, de pouvoir faire des choses qui, dans une game de Donjons Dragons, seraient complètement interdites. Donc, puis c'était drôle de voir, même. Puis pourtant, tu sais, même toi, Dave, qui comme même si tu n'en avais pas encore essayé, tu lisais quand même sur beaucoup de jeux de rôle différents. T'étais bien au fait de plusieurs philosophies de jeux de rôle différentes. Puis même toi, de ton côté, moi, je me souviendrai toujours la fois où, un moment donné, tu m'as dit, ouais, mais là, j'ai lu tel move, là, puis ça dit que ça fait ça, mais c'est pas ça, là. Ça peut pas faire ça, là. C'est comme, ben, euh, oui, oui, Oui. ça fait ça. Ouais, mais là, genre, pendant un bout de temps, la game va juste comme tourner autour de ce que je fais. Là. C'est comme, ouais. Les autres aussi, à un moment donné, ça va leur arriver. C'est normal. Tu sais, c'est... Et, ben justement, là, il y a tellement de choses différentes. Puis ça, je regarde le chat, une chose là, qui est vraiment en dehors de la philosophie traditionnelle, c'est que, tu sais, le fameux tu roules pour chaque action, puis demander t'es tanné de rouler des choses. Là. Powered by the Apocalypse, je l'ai sous-entendu, mais très clairement, là, c'est tu roules par scène ou par genre. Tu peux faire un jet, là, puis dire. Tu sais, Donjon Dragon est vraiment fait pour être ok, là, je rentre dans le building, mettons que tu dis je vais faire une mission d'espionnage. Tu sais, faut que. C'est flou, mais c'est sous-entendu qu'il faut quasiment que tu fasses un jet de furtivité pour chaque ennemi dans le bâtiment. Là. Mhm. Alors que, tu sais, genre, Powered by the Apocalypse, souvent, tu sais, les jets de furtivité, tu sais, c'est selon si on veut mettre le focus ou pas. Fait que ça peut être pour rentrer dans le building ou ça peut être genre toute la scène au complet. Puis là, tu dis, ah, j'ai réussi. Puis le maître de jeu dit, raconte-nous comment t'es rentré et que t'as récupéré le document et que t'es ressorti sans te faire prendre. Puis là, tu prends genre 5 minutes. Puis tu décris une scène d'action espionnage complète, là, où tu as possiblement comme frappé des gardes, assommé, mais un seul jet. Là. C'est un peu flou dans le sens où, même un peu comme à Donjon Dragon, mais au lieu de dire c'est quoi la taille d'une action, c'est quoi la taille d'un verbe, tu dis c'est quoi la taille d'une scène. T'sais. Mhm. Puis tantôt, Dave, t'as dit un mot qui était vraiment intéressant, puis j'aimerais ça qu'on l'explore un peu plus, puis c'était le mot Ah ouais, playbook. oui, Parce qu'une autre des particularités des jeux Powered by the Apocalypse est le fait de déterminer les options de joueurs par ce qu'on appelle les playbooks. Ce qui fait à la fois office de race, de classe, de tout. Puis, autant ça peut des fois sembler. Comment je pourrais dire? J'ai le mot anglais narrow en tête, étroit, pointu, ouais, étroit, limitatif peut-être. Euh, en carcanant. exact. Autant ce l'est étrangement pas du tout. Non, ben en fait, c'est que c'est très dirigé. Puis encore là, il faut faire attention. Là, je te dirais, au niveau des playbooks, dans certains Powered by the Apocalypse, c'est carrément une classe, puis ça vient avec très peu de saveur. Souvent, c'est des Powered by the Apocalypse que j'aime moins. Mais dans d'autres jeux, là, c'est vraiment, tu joues un archétype narratif qui est assez pointu. Tu sais, si tu veux jouer un robot dans Devale, on en parlera plus tard, tu peux pas jouer R2D2. Tu peux Ouais. jouer Robocop, Ouais. mais tu peux pas jouer R2D2.
Parce que R2-D2 se pose pas de questions sur sa place par rapport à l'humanité. Alors que Robocop, même si c'est plus ou moins un robot, ben tu sais, c'est un personnage qui se pose des questions sur sa place avec l'humanité. Puis le playbook a vraiment ce côté-là big time dedans. Non, exact. Puis, beaucoup de playbooks, en fait, sont souvent là pour refléter pratiquement plus des... OK, là, ça va être encore les mots anglais, là, je suis désolé, là, mais plus pour représenter des tropes, des tropes narratives ou des archétypes classiques de personnages, mais que les joueurs vont pouvoir réinterpréter à leur façon. Oui, oui, en fait, plusieurs Powered by the Apocalypse vont carrément, là, genre, on va dire, diriger le joueur, puis quasiment le brainwasher à recréer pas des clichés, là, j'aime pas ça. Ben, Des tropes, là, c'est des clichés, mais pas vraiment. Là. c'est comme prends ce cliché-là, mais réinterprète-le à ta façon. Oui, sans la connotation négative de cliché. Exact. Un cliché, c'est une trope surutilisée, pour ceux qui ne connaissent pas le terme. Euh, donc, vraiment, des fois, tu es comme, OK, là, j'ai pas tant de référents par rapport à la fiction, mais je vais juste regarder les pouvoirs de mon personnage et dire, ah, ben, ce pouvoir-là, il faut que je fasse telle action. Tu sais, par exemple, là, un paladin dans la philosophie Powered by the Apocalypse aurait un pouvoir qui dirait quand vous êtes déchiré entre le bien et la loi, ceci se produit. Puis naturellement, le joueur va se mettre dans des situations pour activer son pouvoir. Puis là où le paladin de Donjon Dragon, souvent, c'est genre, ben oui, là, c'est un genre de chevalier qui sauve du monde, puis ça finit là. Ben, naturellement, si la règle est écrite que le paladin est comme truqué, puis comme envoyé dans la direction, il faut qu'il toujours soit déchirant entre le bien et le mal, ben là, naturellement, dans la fiction, ça va toujours faire des paladins qui sont déchirés entre le bien et le mal, parce que c'est ça qui est écrit sur la fiche, puis que c'est un côté très, très classique. J'ai écouté Seven Samurai, les Sept Samouraïs, le fameux film de Kurosawa, il y a genre un mois et demi, là. Puis tu sais, genre, le côté là, bien versus, on va dire, l'honneur, là, on va dire, le gros problème avec le Bushido, là, tu veux être une bonne personne, mais être une personne honorable, puis des fois, tu es déchirant entre les deux. Là. Ben, tu vas naturellement te comporter comme certains personnages dans cette fiction-là qui sont genre des archétypes de paladins dans un setting asiatique. Hmm. Ah non, c'est sérieusement. Puis, quelque part, c'est sous-entendu que tu es supposé faire ça pour faire du bon Donjon Dragon, mais c'est pas inscrit dans les règles, c'est pas. Il n'y a rien qui mécaniquement le supporte. Ouais, c'est ça. C'est comme. C'est pas que c'est impossible. Il y a des gens qui font ça dans Donjon Dragon depuis toujours. C'est juste que quand ça arrive, j'aime pas ça que le monde dise que Donjon Dragon est bon à faire ça. C'est non, non, non. En tant que table, les joueurs, le maître de jeu, vous avez été vraiment cool, puis vous l'avez fait par vous-même. Puis des fois, j'irais même jusqu'à dire par vous-même, malgré le jeu qui vous mettait des bâtons des roues. Mais ça, écoute, Dave, lançons-nous pas trop loin là-dedans parce que j'aimerais bien ça qu'on se fasse un épisode à thématique. Les bâtons des roues. À thématique, pourquoi ça fait du bien de ne pas jouer à Donjon Dragon. On s'en reparle, mais. Ouais. Puis, corrige-moi aussi si je me trompe, Dave, mais tu as lu un peu plus que moi là, sur l'origine des jeux Apocalypse. Puis, oui et non, là, mais. J'avais lu, moi, de mon côté, il y a de cela, longtemps, que c'est à la base, c'est des jeux qui avaient été conçus surtout pour être joués, qui avaient été conçus pour être jouables facilement en convention. Puis, quand tu regardes comment les playbooks sont designés, j'ai trouvé que ça se reflétait énormément parce que tu as tout ce qu'il faut pour jouer dans un playbook. Normalement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des jeux Powered by the Apocalypse, les playbooks sont disponibles gratuitement sur les sites web des gens qui les écrivent. Puis c'est littéralement 2 à 3 pages dans lesquelles il y a tous les règles pour jouer ton personnage. Oui, puis en fait, à quelque part, on pourrait dire que les Powered by the Apocalypse sont genre. Sont presque gratuits sur Internet. Là. Puis ultimement, ce que tu achètes, qui est pas dans. Parce que tu sais, souvent, tu as les playbooks, qui est comme un personnage. Puis après ça, tu as genre les moves de base communs à tout le monde, qui sont comme imprimables et gratuits sur Internet.
Puis ultimement, tu as presque le jeu au complet là-dedans. Puis ce qui te manque, c'est comme le reste qui t'explique comment utiliser ça puis comment bien l'utiliser. Fait que c'est un peu comme si le Player Handbook, le guide du joueur d'un Powered by the Apocalypse, c'était genre 15 feuilles qui étaient gratuits facilement. Puis là, après ça, tu achètes le guide du maître de jeu. Puis là, genre, plein d'affaires qui étaient écrites. Genre, là, il explique c'est quoi, tu sais. Yep. Puis, tu sais, j'aime l'idée aussi de, bon, ben, tu sais, quelqu'un qui fait une partie de Powered by the Apocalypse peut imprimer les playbooks, se faire une belle petite pile, puis arrive à sa partie, met les playbooks sur la table, choisissez-vous-en chacun un, puis après ça, on est good to go. Ah oui, Euh, puis pour du one-shot, définitivement, je pense que c'était. Je pense que la façon que les playbooks sont faits, puis la façon que c'est monté, ça le permet relativement bien. Je vais te faire confiance sur ça a été monté avec ça en tête. Je vois comment ça a l'air d'être vrai. Par contre, je pense que ça marche super bien en one-shot avec des gens qui ont fait beaucoup de Powered by the Apocalypse. Puis quand tu mets ça entre les mains de gens qui n'en ont jamais fait, ben, ça, euh, c'est un peu à la fois le problème de Powered by the Apocalypse, puis ça, c'est un petit point négatif que je trouve des fois quand je lis des livres de Powered by the Apocalypse, c'est que ça devient assez apparent au fil des lectures que les gens s'adressent à des gens qui connaissent Powered by the Apocalypse. Puis mhm. que ça va arriver souvent que la façon dont les livres vont être écrits, ben, ils expliqueront pas certaines choses qui des fois peuvent être essentielles parce que dans leur tête, c'est déjà acquis. Ils se disent, si tu as ce livre-là entre les mains, c'est que tu connais déjà, euh, c'est que tu connais Powered by the Apocalypse. Puis, fait qu'on n'a pas besoin de répéter ça. Tu le sais déjà. Alors que c'est pas tout le temps vrai. Puis un autre trait particulier des Powered by the Apocalypse, c'est que c'est un système qui mute énormément d'un jeu à mais, l'autre. mais c'est ça, c'est que souvent les gens disent que c'est un système, mais la vérité, c'est que c'est une philosophie de design avec, avec des idées qui reviennent. Tu sais, les Yep. playbooks, t'es pas obligé d'en mettre. Des moves, t'es pas obligé d'en mettre. T'es jamais obligé de rien mettre. C'est pour ça que le document, on n'en parlera pas trop, parce que tu sais, genre l'histoire de la montagne russe, là, avec les fondations, là, c'est genre, euh, c'est genre le plus concret qu'il y a dans ce document-là. Là. C'est comme, c'est comme de la philosophie de RPG, puis demander, t'es comme. Fait que là, dans le fond, tout ce que j'ai besoin de faire pour faire un Powered by the Apocalypse, c'est écrire Powered by the Apocalypse sur la couverture, envoyer un lien à Monsieur Vincent Baker qui va genre mettre un lien dans la liste des jeux Powered by the Apocalypse, puis t'espères que personne ne te contredit après, tu sais. C'est vraiment large puis flou, mais tu as des idées qui reviennent souvent, souvent, souvent. Puis justement, les moves, tu sais, genre 95% des Powered by the Apocalypse en ont. Ceux qui en ont pas, le premier qui l'a fait vraiment que j'ai vu aller, c'est Blades in the Dark. Puis là, c'est comme devenu une autre bébite. Ouais, c'est ça, c'est une drôle de mutation. Ouais, puis D'ailleurs, selon l'édition de Blades in the Dark, des fois c'est écrit dessus que ce n'est un, des fois c'est écrit dessus que c'est pas un Powered by the Apocalypse. Là. Fait que euh, tu sais, c'est une moment donné, tu t'éloignes, ce n'est plus. Si quelqu'un a jamais fait de Powered by the Apocalypse, Lasers and Feelings, qui est un one-page RPG, c'est pas un Powered by the Apocalypse, mais c'est dans la même philosophie. Puis c'est comme une bonne entrée en matière pour comme on va dire se nettoyer le cerveau du Donjon Dragon puis changer de mindset un peu. Là. puis, je vois que Lord Zach Bora nous a fait un petit commentaire, là, comme quoi lui, il a fait une petite recherche, puis qu'il a vu qu'il existe déjà 4 douzaines de jeux avec le tag Powered by the Apocalypse. Puis, c'est. comment dire, puis par où commencer? Il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que Powered by the Apocalypse, ce n'est pas un jeu de grosse presse. C'est un jeu qui est. Ben, ce sont des jeux qui sont designés par des indépendants. À ma connaissance, le plus gros publisher en ce moment qui a présenté du Powered by the Apocalypse, c'est Modifius, qui l'a fait avec Legacy, Life Among Runes, qui est encore là un autre jeu qui est complètement farfelu. Et, euh, je pense, il me semble qu'il y en avait un autre.
Puis, tu sais, suivi de près ensuite par peut-être Evil Hat, qui... mais là, on est dans l'indépendant, carrément. Même s'ils ont plusieurs titres à leur actif, ce sont des indépendants. Oui, Euh, puis tu sais, quand on parle de mainstream, là, c'est un peu niaiseux. Là. Je suis même pas sûr qu'il est sorti ou pas présentement. On va dire le bêta test slash le quick start, c'est la version, on va dire, d'essai est sortie. C'est Roots, qui est basé sur le jeu de société, oui, qui est un gros nom dans le jeu de société. Mais tu sais, on est quand même pas. On trouve pas ça au Walmart. Là. pas encore. Tu sais, c'est du indépendant populaire, on va dire. Tu sais, c'est comme. C'est gros. Quand tu parles à des gens dans le hobby, ils connaissent pas mal tout ça un peu, à différents niveaux. Puis là, tu leur dis, il y a un RPG de Roots. Ils font comme, ah ouais. Tu leur dis, c'est du Powered by the Apocalypse. Puis là, ils disent, comme, de quoi tu parles, man? On parlait des Écoute, moi, j'aimerais ça qu'on playbooks. passe sur des trucs, on va dire, communs à plusieurs Powered by the Apocalypse. Ben, on a déjà parlé des On- moves, on a déjà parlé des playbooks. Oui. Euh, Euh, J'en ai une pour toi. Dans les playbooks, souvent, il va y avoir des questions de relations entre les personnages. oui. C'est un gros morceau des Powered by the Apocalypse. C'est souvent, il va y avoir une liste là, de 4 ou 5 questions. Puis là, on va dire aux joueurs, pose une question par joueur autour de la table, sauf toi. Donc, ça sous-entend que normalement, tout le monde devrait répondre à une. Puis là, tu crées des liens entre les personnages. Puis ça te donne une base pour comme faire du roleplay puis comme les faire interagir entre eux parce que je pense à Monster of the Week que si tu joues l'espèce de loup-garou, tu joues le monstre qui essaye de se contrôler, ben une des questions c'est lorsque j'ai perdu contrôle la dernière fois, qui a failli payer de sa vie mon erreur? Il Puis y là, a, quand quelqu'un répond moi, mon personnage, t'as failli le tuer en tirant un camion, ben là, tu sais, genre, il y a une tension entre ces deux personnages-là qui est là. Le seul défaut, c'est que des fois, tu as l'impression de commencer à la saison 2 de ton RPG, puis d'avoir manqué la saison 1. Mais c'est un faible prix à payer, des fois. Puis, ce que tu disais, Dave, avec le fait que, bon, beaucoup de ces jeux-là incluent un peu la dimension de créer des relations entre les joueurs. Certains autres jeux le font, par exemple, à travers des mécaniques de dette, choses qui se Oui. sont vues aussi quelques fois. Puis, il y a aussi un... Il y a souvent dans ces jeux-là aussi un petit côté, soit j'aurais envie de dire académique, ou un peu edgy. Écoute, je vois plusieurs choses que tu veux amener, là. Fait que tu parles-tu de l'intimité, là? Ben, pas nécessairement tant de l'intimité, tant que beaucoup des jeux Powered by the Apocalypse, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, vont donner beaucoup de latitude aux joueurs pour influencer la fiction, la prendre puis l'orienter dans des directions. Puis autant dans un jeu gygaxien comme Donjon Dragon, où le DM a facilement 90% du contrôle narratif dans ses mains, ou est-ce que c'est lui qui va dire oui, ça se passe comme ça, mais où est-ce qu'il peut dire non, ça se passe pas comme ça va se passer comme ça. Euh, ben, dans des Powered by the Apocalypse, ça marche pas de même. Puis, quand tu es un DM, là, ben, on va dire mécaniquement parlant, là. Puis, quand tu es un DM, il faut que tu acceptes d'aller surfer la vague, que la game va des fois aller dans des directions qui sont pas celles que tu as anticipées. Mais ça peut Mhm. aussi vouloir dire que des joueurs peuvent décider d'amener ça dans des endroits qui peuvent être des fois un peu chelous. Oui, hey boy, il y a tellement de choses à dire. Là, un bon exemple de contrôle narratif, on va commencer soft, là. Je me souviens, un des premiers combats, c'est écrit que je peux dépenser un point après mon jet pour enlever un avantage à un ennemi. Puis là, je dis, ben moi, l'espèce de mecha, l'espèce de robot contre lequel on se bat, là, ben j'y monte sur le dos, là. Puis l'avantage, pouvoir se sauver du personnage à Dave, là, cet avantage-là n'existe plus. Tu sais, c'est vague en maudine. Mais une moment donné, j'ai dit, hey, je pense que pouvoir se sauver de Dave, c'est un avantage. Puis moi, j'y enlève. Puis toi, tu as dit, cool. Ben, Puis c'est un exemple, c'est un exemple. non, Puis on commence soft, là, on commence on soft. commence soft, mais là, on va dans le gros gravy sale. Puis si on pense à des jeux comme Monster Heart, par exemple, jeu dans lequel les joueurs jouent des créatures de la nuit, genre vampires, etc.,
mais qui sont des teenagers, qui ont des relations amoureuses toxiques, principalement, et pour lequel le jeu tourne beaucoup autour de la dégradation de liens sociaux, et ce ce jeu-là, par c'est. beaucoup de violences psychologiques. Ben, en tant que DM, tu peux dire, ah, ça va être comme un peu Clone High, ça va être mignon et adorable, jusqu'à temps que tu aies un joueur en particulier qui décide de amener ça dans une direction vraiment whoopelay, puis faire en sorte que, à un moment donné, ben, ça se peut que les gens autour de la table se regardent et fassent comme, ouh, qu'est-ce qui se passe là? On est où là? Ce soit genre. Ouais, puis c'est beaucoup des jeux, justement, que souvent, ils vont introduire l'idée de la X-Card, qui est ultimement un safe word pour dire on arrête parce que là, on va dans des zones malaisantes. Là. Ultimement, c'est un safe word comme dans le BDSM. Là. C'est comme un bouton là, que tu appuies. C'est une carte avec un X là, que tu montes, là, puis tu dis moi, je suis pas confortable, on arrête ça. Puis, c'est pas tant que c'est un Puis, outil qui est. Ah, vas-y, Dave, je te couperai pas la parole. c'est pas le meilleur des outils, mais une moment donné, c'est facile d'un Powered by the Apocalypse de commencer à avoir des situations vraiment bizarres. Tu sais, dans Monster Heart, des histoires de ah oui, là, je joue quelqu'un au secondaire qui fréquente quelqu'un dans la vingtaine, puis là, on a une chicane de couple, puis t'es comme oh boy, que ça vient de devenir pesant. Puis là, t'as peut-être quelqu'un à la table qui a vécu ça, puis qui a pas le goût de revivre ça. Non, exactement. C'est comme ouf. Puis, Ça peut être pesant. T'as des trucs plus aventure, plus légers, mais Monster Heart, là, je veux dire, ça a été écrit par Avery Alder, qui est une femme trans. Puis tu sais, très clairement, là, c'est avoué, c'est beaucoup une métaphore sur les adolescents qui se découvrent comme étant des gens du LBGTQ+, puis qui n'ont pas nécessairement fait leur coming out ou qui sont en train de le faire. oui, puis qui vivent Ça une vient de ce espèce background psychologique-là. Là. Puis, à un moment donné, c'est comme jouer avec ça, puis ça fait partie, comme, on va dire, du processus. Mais c'est pas pour tout le monde, ce jeu-là. Là. Non, tu sais, même à. Si je pense par exemple là, à Urban Shadows, qui est un autre de mes titres favoris de Powered by the Apocalypse, qui est vraiment le livre qui a dit écoutez, tout ce que World of Darkness a fait, ben, le v'là mieux fait dans un tout petit livre. Puis, le jeu se veut comme étant sombre, se veut comme étant cruel. Puis, il n'y a aucune hésitation à ce que ce soit vu comme ça. Puis, les DM mettent beaucoup, ben, les DM, les écrivains, je vais plutôt dire, mettent vraiment les choses dans les mains des joueurs pour leur faire des DM, pour que eux le véhiculent bien cette espèce de sensation-là de on est dans une ville crasse, pas propre, c'est pas le fun. Je pense, par exemple, il y a un des playbooks là-dedans qui est celui du. Je me rappelle plus de son titre exact, là, mais c'est comme le fantôme. Puis son acte de base, c'est d'être un fantôme. Il peut aller où il veut, quand il veut. Personne ne le voit. Il passe à travers les murs. Puis, c'est clairement indiqué dans la section DM. Ouais, ça se peut que si vous ayez un fantôme à un moment donné, ben, ils se mettent à faire le con, à rentrer dans toutes les maisons, puis à vous demander hey, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je vois, ha ha ha. Fait que là, ben, quand ça va arriver, là, ce que vous allez faire, là, c'est plugger une grosse scène de violence conjugale. Puis, tu sais, là, vraiment intense, là. Avec genre la ceinture, puis tout. Comme ça, la prochaine fois, là, qu'il va vouloir faire le fanfaron, puis rentrer dans une maison, là, ben, il va se dire j'ai peut-être pas envie de voir l'intimité de ces gens-là. J'étais comme ouh! Oh! Ouais, non, ouais, non, c'est. Ben, je te dirais, c'est un conseil, je sais pas comment c'est écrit. La façon que tu le présentes, c'est très, très rough. Puis, on en parlera, on va dire, dans un contexte plus public. Puis, c'est le genre de règles, puis le genre de conseils qui choquerait certaines personnes. Fait que, tu sais, mettons que la scène de violence conjugale est peut-être un peu trop intense, là, mais tu sais, genre, tu surprends quelqu'un qui pleure en faisant son rapport d'impôt. Tu sais, c'est un peu plus soft. En même temps, ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Ouais. Ça dépend de la vibe. Tu lis ta table, tu regardes à quel point ils sont à l'aise, tu les connais, ces gens-là. Ben, il y a ça, mais il y a le jeu en lui-même aussi. Ouais. Je serais pas responsable, mettons, d'amener Urban Shadows à des gens qui. Avec un groupe de joueurs dans lequel je le sais qu'il y a des joueurs qui sont pas à l'aise avec le fait que il n'y a pas beaucoup de justice dans notre monde, puis qu'il y a des choses crasses qui se passent dans notre monde. Parce que
le jeu est fait pour narrativement explorer ces choses-là, puis empathiser un peu avec ces choses-là. Pas nécessairement pour apprendre à plus les aimer, puis apprendre à dealer avec, mais pour un peu se mettre dans la peau de qu'est-ce que ça représente, ce genre d'univers-là. Puis, ça vient un peu avec le deal. Par contre, puis tu peux le tourner down au besoin, puis ça peut être moins ci, moins ça, mais comme je disais, ça reste que tu pourras jamais raconter une histoire comme, mettons, celle de Boys Don't Cry, sans qu'à un moment donné, il arrive quelque chose de vraiment plate à Hilary Swank. Là, c'est un peu comme un pivot de l'histoire qui est très important. Euh, Oh, fait, oui, mais là, on tombe mais, dans les débats de trigger warning puis tout ça, mais tu sais, mais c'est ça. ultimement, je trouve ça trash puis intense comme, on va dire, suggestion, mais ça fait définitivement le travail. Puis ça, c'est une question de faut que tu lises ta table. C'est le genre de jeu que quand tu le présentes, tu l'expliques que ça va être crasse. Oui, ben en fait, Lumandil euh, dit quelque chose de vraiment bien, puis il parle un peu de la partie zéro. Puis ça peut nous amener à un autre point commun que les jeux Apocalypse ont vraiment souvent, et c'est le fait d'avoir par défaut une session préparatoire. Oui, sauf dans le cas, justement, quand je disais que du one-shot, tu sais, genre une seule partie, c'était plus ou moins adapté. Souvent, il y a une séance préparatoire avec des outils, on va dire, de mise à niveau d'attente et de limite émotionnelle de tout le monde. Là. La partie, c'est méga important, mais souvent, il y a du world building aussi là-dedans. Oui, il peut avoir du world building, il peut avoir un peu, là, ben, il va souvent y avoir la création des personnages. Souvent, la création des personnages va énormément impacter le world building en question. Euh, Puis, il va aussi avoir un peu toute l'espèce généralement relationnel entre les personnages qui va se designer. Fait que la première session est vraiment souvent la session chill où on met les choses en place. Pour savoir un peu comment est-ce qu'en tant que groupe, on va se créer comme un terreau fertile de belles histoires et d'imagination. Mais aussi, justement, comme tu dis, là, qui est pour setter le ton un peu, puis dire... parce que c'est sûr que quand on parle de setter le ton, puis ça, c'est un peu la beauté de la X-Card, dans un sens. Ben, si, supposons, malheureusement, pour une raison X ou Y, je suis quelqu'un qui aurait subi beaucoup de violences psychologiques dans les années passées, etc., ben, j'aurais peut-être pas envie de regarder tout le monde dans le blanc des yeux puis de leur dire j'ai subi beaucoup de violences psychologiques dans les dernières années, donc j'aimerais qu'il n'y en ait pas dans la partie. La carte X, c'est un bel outil pour juste dire je suis pas trop à l'aise avec ça. On peut-tu comme juste pas prendre Oh, oui. sans avoir à se justifier, sans avoir à entrer dans les détails. Mm-hmm. Ah non, Mais non, c'est puis ça. écoute, moi je me souviens une moment écoute ça, là, ça avait bien choqué du monde quand j'en avais parlé sur Facebook, mais on avait une partie où euh, on en parlera un peu plus dans la deuxième section, mais ultimement, on découvre qu'il y a des gens qui sont opprimés. Là, tu nous décris que, tu sais, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des vieillards, puis il y a des enfants, tu sais. Puis, tu sais, on parle de trafic d'organes, puis de gens qui crevent de faim. Là. Mhm. Puis là, tu sais, genre, que quelqu'un dise juste la X-Card, est-ce qu'on peut enlever les enfants de ça? Ça me rappelle un peu trop euh, quand j'avais 5 ans avant qu'on arrive au Canada, mettons. 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 Ben, tu sais, genre, une moment donné, c'est important que ces outils-là existent. Puis, tu sais, dans le sens où quelqu'un, là, tu sais, évidemment, j'ai pris le point de vue d'un immigrant qui est réfugié, hein, très clairement. Là, je veux dire, on se le cachera pas, j'ai pris ce point de vue-là. Mais tu sais, juste quelqu'un qui aurait dit ah, ben, tu sais, genre, quand on était kid, ou juste, moi, la violence envers les enfants, je trouve ça trash tout le temps, point. C'est comme, ça me rend vraiment mal à l'aise. Ou juste envers les chiens, parce qu'il y a un site internet qui dit à l'avance si le chien il meurt dans le film. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment émotionnellement connectés aux chiens à ce point-là. On aime jamais ça, Mais voir le chien mourir, Dave. non, mais de là à dire que tu as une base de données qui existe, que tu dis, hey, tel film, un, y a-tu un chien, puis deux, est-ce qu'il meurt? Écoute, Dave, Oui, c'est un autre débat, ça. c'est un autre débat. Je veux pas être plate, mais c'est un autre débat. Il y a une dernière chose, on parlait de relations entre les personnages, là, avant qu'on switch sur The Veil, que je veux absolument aborder. Ben, il va y avoir C'est peut-être un petit dernier truc après ça que je vais vouloir dire, mais on va faire ça vite, vite, vite.
Oh, oui, est-ce que là, mais écoute, on en parlerait pendant des heures et des heures. Euh, les playbooks viennent normalement avec des questions d'intimité. Ou dans Apocalypse World, c'était carrément des questions que. Puis dans le fond, c'est un move, là, que quand deux personnages, on va dire, étaient intimes physiquement, qu'il y avait le choc des viandes, là, que boum boum, ben, tu sais, Ben, genre, intimité était quand même large. Ça pouvait hmm. être une marche en forêt, ça peut être toutes sortes de choses. Ça Non, dépend. justement, c'est une belle adaptation qui a été faite par la suite. Ou, tu sais, genre, justement, aller à la pêche ou une marche en forêt, ou, tu sais, genre, tenir la main de quelqu'un à l'hôpital, ça déclenche les moves d'intimité. Mais à la base, dans Apocalypse World, si je me trompe pas, c'était carrément des sex moves. C'était genre, t'as du sexe avec quelqu'un, là, puis ça a des effets. C'était pas pour les jeunes enfants, mettons, ces jeux-là. Il T'sais. doit de l'argent. Mais j'ai. Mais vraiment, j'aime ça qu'il ait élargi ça à l'intimité dans la plupart des jeux Apocalypse où tu peux avoir un moment intime, genre à aller pêcher avec quelqu'un. Ouais, ben tu sais, ça ouvre la porte à ce qu'un moment intime, ça puisse être comme le mini beach épisode. Ouais, est-ce que genre, Oh oui, vous êtes deux à marcher sur la plage, puis genre, vous vous racontez un truc, là, puis vous bandez d'une certaine façon, tu sais. Puis, ouais, et ça va un peu contredire quelque chose que j'ai dit un petit peu plus tôt, Dave, mais aussi quelque chose ouais. que j'ai vu dans beaucoup de jeux Powered by the Apocalypse. Puis ça, c'est une des choses qui ont fait en sorte que j'ai beaucoup, beaucoup accroché à ces jeux-là, puis qui m'ont beaucoup, je pense, aidé dans comprendre c'est quoi être un bon DM et tout ça. C'est que la section DM, elle sert à quelque chose. La section DM d'un livre Powered by the Apocalypse, généralement, ça commence par écoutez, là, on va arrêter de parler d'affaires de nerd, là. On tasse le jeu, là. Puis les règles, puis les moves, puis tout, là. Puis là, on va vous expliquer pourquoi on a fait ces choix-là, puis qu'est-ce qui fait que ces choix-là vont mécaniquement fonctionner par eux-mêmes dans des circonstances données. Fait que non seulement c'est vraiment le fun à lire, mais après ça, ben, tu le sais quoi faire en tant que DM dans ta game. Euh, Quand tu vas avoir un joueur qui va décider de jouer l'archétype du vampire, ben, tu vas savoir comment le vampire a été designé pour que tu t'aies juste comme deux, trois petites pinottes à y lancer de temps en temps, là, puis qu'il y ait bien du fun. Puis tu peux prendre ces petites pinottes-là pour les faire pousser des pinotiers qui vont donner des histoires encore plus fantastiques. Donc, il n'y a pas assez de livres de jeux de rôle qui ont des bonnes sections DM parce que beaucoup de jeux de rôle, on dirait, osent pas expliquer c'est quoi qu'il y a en dessous du capot. Puis, en tout cas, les Power by the Apocalypse, eux autres, ils ont pas peur de ce qu'il y a en dessous du capot. Ça, j'aime ça. Non, non, non. En tout cas, les bons, là, des fois, c'est comme ouf. Des fois, t'es comme. Moi, ben là, ça, Tu c'est sais, comme n'importe quoi. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Là, mais oh ouais. Puis, des fois, c'est accessible à tout le monde. Fait que des fois, tu tombes sur des navets, là. Mais ça, c'est la vie. Euh, c'est comme ça. mais non, non, il y a tellement de choses dans Powered by the Apocalypse, là. Fait que, C'est ça. Y a-t-il quelque chose qu'on voulait aborder avant de se lancer dans un Powered by the Apocalypse précis? ben, écoute, je pense qu'on peut rappeler aux gens qui nous écoutent que non seulement on est sur Twitch tous les jeudis pour parler de jeux de rôle, mais Mhm, on est aussi beaucoup présent sur Facebook. De ne pas hésiter à venir nous liker, Détour ludique, mhm. et venir parler de jeux avec nous. Et qu'on a aussi un petit Patreon qui a été mis en place, toujours au nom de Détour ludique.